Donc, on est de retour sur le podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires. Et comme à chaque semaine, l'incroyable Jonathan Léveillé a sorti des nouvelles qui sont assez intéressantes pour les gens qui suivent le monde des affaires. Jonathan, on va parler de Elon Musk et de Mark Zuckerberg aujourd'hui qui veulent s'affronter. On va parler de panne également chez Microsoft et de plusieurs changements qui se déroulent également dans le monde des affaires. Mais avant toute chose, la question la plus importante, comment vas-tu aujourd'hui? En pleine forme, Antoine. Bien content d'être avec toi encore cette semaine et avec vous, les auditeurs. Merci à tous. Et bon, beaucoup de choses se sont déroulées, mais on va commencer avec des nouvelles un petit peu plus tranquilles qui nous font quasiment rire. Elon Musk, Mark Zuckerberg, finalement, vont régler leur compte. Est-ce que c'est un petit peu ça qu'on peut prévoir? Antoine, écoute, j'ai vu cette nouvelle-là passer dans les dernières 48 heures. Honnêtement, je me suis demandé si on n'était pas le 1er avril puis que c'était un poisson d'avril. J'y croyais même pas à la première lecture. Et ça semble être vrai, là. Il y aurait Elon Musk qui aurait lancé un défi à Mark Zuckerberg, donc le fondateur de Facebook et Meta, pour un match dans l'arène. Donc, quand on dit dans l'arène, c'est en mode UFC, là. Bien sûr. C'est des combats assez sanglants. Donc, un milliardaire qui lance la perche à l'autre. Et là, moi, première image qui me vient dans ma tête, Elon Musk, c'est toute une pièce d'homme. Mark Zuckerberg, je veux rien y enlever, mais honnêtement, en termes de poids, en termes de masse corporelle, on part avec clairement des avantages et Mark va refuser à ce moment-là l'invitation. Mais non, de ce qu'on a lu, il aurait accepté l'invitation d'aller se battre dans l'arène. Et là, fait surprenant que peut-être qu'il y en a qui savaient déjà, mais que moi je savais pas, c'est que Mark Zuckerberg est un pro de Jiu-Jitsu. Donc, Sportsbook donne 83% des chances à Mark Zuckerberg de gagner ce combat-là si jamais ça a lieu. Et le président de la UFC, Dana White, est sorti publiquement pour dire qu'il s'attendrait à 1 milliard de revenus US en format pay-per-view si jamais ce combat-là irait de l'avant. Donc, honnêtement, c'est sûr que Dana White de la UFC va tout faire cette année pour tenter de faire arriver ça. Elon Musk semble sérieux. Mark Zuckerberg semble avoir dit oui. Donc, est-ce qu'on va assister à un match de 2 milliardaires qui ont rien à gagner de faire ça pratiquement et qui vont dire oui d'aller dans l'arène? Honnêtement, je ne sais pas si Antoine t'a déjà vu ça ailleurs ou entendu ça, mais c'est du jamais vu, là. Ben, il s'est déroulé des trucs similaires dans le passé avec des artistes de hip-hop dans le rap français qui... Bon, le rap français, c'est un environnement qui est assez compétitif et il y avait deux artistes qui étaient très en vue, on pouvait appeler un peu les numéro 1 et numéro 2, qui à un certain point étaient en conflit direct, s'attaquaient continuellement sur les médias sociaux. Ils s'étaient donné rendez-vous dans l'arène et il y avait des gens qui avaient organisé ça, il y avait des contrats mis sur la table. Finalement, le combat n'a pas eu lieu. Dans le cas ici, bon, peut-être pour donner un peu de contexte, comment tout ça s'est mis en place, il y a eu Elon Musk qui a été challengé un petit peu sur Twitter sur un point particulier. Il a répondu qu'ultimement, il pourrait se battre avec Mark Zuckerberg dans l'arène. Et quelques heures plus tard, Mark Zuckerberg sur Instagram a partagé une story de ce qui avait été dit sur Twitter. Et il a rajouté le texte disant « Just give me the location ». Donc, donne-moi seulement la location. Et en gros, je me présente, OK? Et par la suite, ce qui est intéressant, c'est que, bon, plusieurs grands médias traditionnels ont repris la nouvelle et sont allés, ces médias traditionnels-là, voir l'équipe de relations publiques de Meta en voulant confirmer ou infirmer la nouvelle. Et l'équipe de relations publiques de Meta a dit, écoutez, le message est assez clair. Ce qui a été dit dans le message, c'est la réponse de Meta. Donc, en gros, ils n'ont pas infirmé la nouvelle. Ils ont plutôt confirmé en disant, écoutez, si Mark Zuckerberg veut le faire, il va le faire. Et comme tu le dis, il fait beaucoup de compétitions, il fait beaucoup de jiu-jitsu et il a fait des compétitions récemment. Il a sorti des vidéos sur ses propres médias sociaux. Et je te le dis, Jonathan, j'aimerais pas me battre contre Mark Zuckerberg au moment où on se parle. Tu le regardes, il y a eu une très grosse transformation, clairement sur son corps. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais à un certain point, il y avait des memes qui sortaient sur les médias sociaux quand tu voyais le Jeff Bezos du début de Amazon et le Jeff Bezos de maintenant avec des gros bras. Clairement, tu voyais qu'il y a eu une transformation de son corps. C'est peut-être pas autant extrême avec Mark Zuckerberg, mais tu peux voir qu'il est en
très bonne forme physique. On le voyait récemment pour le Memorial Day. Il faisait des activités physiques avec ses enfants très, très compliquées. Bon, ses enfants ne faisaient pas les mêmes activités physiques, mais il se mettait au défi de des choses qui sont assez complexes de faire. Donc, clairement, tout ça pour dire que c'est quelqu'un en forme. Et d'un autre côté, tu disais qu'Elon Musk, c'est une bonne pièce d'homme. Mais j'ai quand même des doutes sur sa situation physique et je t'en parlais un petit peu avant le podcast. Il y avait Peter Diamandis qui est un entrepreneur très connu qui a l'air d'admirer considérablement Elon Musk. Il a eu Elon Musk sur son podcast et lui, c'est un adepte de la santé, de ce qu'on met dans son corps. Il veut vivre jusqu'à 200 ans. Bref, c'est une personne qui ne fait quasiment aucune erreur dans sa nutrition et son alimentation. Il disait sur Twitter récemment « Sugar will kill you », donc essentiellement le sucre va te tuer sur le moyen et le long terme. Et Elon Musk qui répond « Bien écoute, I eat donuts every morning, donc je mange des beignes à tous les matins, and I'm still alive, et je suis toujours en vie. Donc ça en dit long peut-être sur la qualité de nutrition de Elon Musk s'il mange des beignes à tous les matins. En toute honnêteté, si on donne 83% de chance à Mark Zuckerberg de gagner, si bien entendu le combat a lieu, je pense que c'est un chiffre qui fait du sens sur ce qu'on a pu lire et ce qu'on a pu voir sur la situation physique, sportive, alimentation des deux peut-être futurs combattants. Mais Antoine, on parle quand même Elon Musk, 6 pieds 2 pouces. Wow. Mark Zuckerberg, 5 pieds 7. On parle quand même d'une belle différence entre les deux et le poids va suivre avec. Et je pense qu'Elon Musk est même sorti publiquement pour dire « J'ai pas peur du fait que tu fais du jiu-jitsu, je vais juste mettre mon poids sur toi puis ça va être terminé. » Donc peut-être sa stratégie, ça va être de rajouter des bangs le matin puis voilà. Aïe, aïe. Ça va être vraiment quelque chose. Mais moi, je me pose la question en tant que du côté affaires par rapport à ça. Là. Qui a quoi à gagner? Puis je pense que moi, j'ai une opinion là-dessus, honnêtement, parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir si jamais ce combat-là a lieu, Elon Musk va en profiter pour mettre sa stratégie vidéo de Twitter de l'avant. Il va probablement diffuser le match sur Twitter, en plus de pay-per-view et tout ce qui est autour, mais ça va être probablement un de ses coups de génie médiatique où la ligne qui gagne ou qui gagne pas, il va gagner au bout de la ligne, là. Oui, ben exactement. Puis je pense que la même chose peut-être pour Mark Zuckerberg. Il y aurait clairement un gros coup de streaming à faire dans les deux cas. Peut-être le plus grand perdant serait littéralement les chaînes de télévision, les médias traditionnels qui se feraient voler la vedette plutôt par des médias sociaux qui deviendraient ces diffuseurs officiels. Bref, à suivre. Je pense que dans tous les cas, les deux n'ont rien à gagner, n'ont rien à perdre. Ou plutôt ont tout à gagner avec ce que tu viens de dire, mais n'ont rien à perdre. Si Mark Zuckerberg ou Elon Musk est un perdant d'un combat de jiu-jitsu, de lutte, ou peu importe ce sera quoi l'art martiaux qu'ils vont faire, ça n'affectera pas leur action en bourse, ça n'affectera pas. Ça va peut-être affecter leur santé, là, espérant qu'il n'y en ait aucun qui se blesse, si bien entendu ça a lieu. Mais je ne pense pas que c'est quelque chose qui serait dramatique de perdre le combat dans un cas comme ça. Au contraire, je pense que ça ferait simplement parler, ça pourrait être bon pour les deux entreprises, là. Du côté de Mark Zuckerberg, honnêtement, moi, ce que je sortirais comme stratégie d'affaires, c'est de dire tout le monde qui ont des casques Oculus pour écouter le match gratuitement en format Metaverse, puis d'essayer d'amener ça un petit peu au bout de la ligne. Mais de l'autre côté, d'Elon Musk, s'il veut s'entraîner puis se mettre à jour au niveau physique, il va clairement se défocusser de ses projets d'affaires qui en a peut-être un petit peu trop dans les bras. Donc là, ça devient un pour et un contre, mais honnêtement, j'étais convaincu que c'était une fausse nouvelle quand j'ai vu ça. Mais plus que donc, ça l'avance, la question finale, est-ce que tu penses que le combat va avoir lieu? Honnêtement, oui. Oui, pour avoir vu à quel point Elon Musk est cowboy et que souvent, je pense qu'il n'y a pas le petit élément dans le cerveau qui fait qu'il y a une peur. Là. Je pense qu'il va tout faire pour le faire arriver. Dana White va vouloir tout faire, puis j'ai l'impression que Mark Zuckerberg a probablement beaucoup d'ego à protéger. Puis il y a un avantage stratégique en termes de capacité de combattant. Je pense que oui. Je pense que oui, ça va avoir lieu. Et tout ça est streamé sur Twitter et Facebook en temps réel. Et l'argent qui est gagné s'en va à une œuvre de charité. Ça devrait être ça. Wow. Je suis content que tu en parles, Antoine, parce que j'en jasais avec ma conjointe ce week-end. Je dis, j'espère que le milliard qu'ils vont ramasser va servir à une bonne cause au bout de la ligne. Parce que ni un ni l'autre de ces deux personnes-là ont besoin de plus de dollars dans leur compte. Ça serait tellement une belle chose pour la planète que ça soit redirigé vers quelque chose qui a un impact global. J'espère qu'ils vont arrimer ça de cette manière-là.
Et là, il y a une double victoire. Là, il y aurait vraiment des victoires. On ramasse des sous, on fait un coup médiatique incroyable et on sort encore une fois avec Elon Musk notre sac de popcorn et on se met à écouter le tout. Clairement, ça pourrait être un truc assez incroyable. Selon moi, ça ne se déroulera pas. Je pense que c'est des bons articles dans les médias pour faire parler. Mais bon, si ça sort, je vais être le premier à me réserver le tout dans mon agenda et à regarder la bataille. Je pense que tu as d'autres nouvelles également pour nous, mais cette fois-ci, c'est pas Tesla, c'est pas Twitter, c'est pas Meta, c'est Microsoft qui a des petits soucis dans son infrastructure. Absolument. On a été plusieurs, et j'imagine plusieurs d'entre vous également, ont eu des problématiques avec leurs outils Microsoft au début de juin. Des lenteurs, des coupures complètes, entre autres d'Outlook et de OneDrive, donc vos courriels et vos partages de fichiers. Nous, on regardait dans notre clientèle ici parce qu'on descend beaucoup là, de parcs informatiques, puis on se demande toujours, bon, c'est-tu un problème interne, c'est-tu un problème externe? Souvent, Microsoft est pointé comme le dernier au bout de la ligne dans la chaîne parce qu'on se dit, c'est Microsoft, ça ne peut pas planter, ça ne peut pas arrêter. Eh bien, Microsoft vient de sortir publiquement qu'effectivement, ils ont eu de très nombreuses pannes au début du mois de juin qui s'est étalé pratiquement sur une semaine et ils ont révélé au public que c'était dû à des cyberattaques contre leur infrastructure et ils voulaient tenter de garder ça secret, mais ils ont été beaucoup challengés par des médias quand même très réputés. Et il y a un groupe qui a revendiqué également l'attaque, qui est Anonymous Sudan. Et encore là, c'est de la fausse information. Les chercheurs, pas les chercheurs, mais les spécialistes disent que ça ne vient pas du Soudan, cette attaque-là. C'est juste pour une question politique qui s'appelle comme ça. Ça serait rattaché à des groupes russes. Et jusqu'à présent, il n'y a aucune preuve comme quoi que la sécurité des données aurait été compromise parce que c'est une attaque de DDoS qu'on appelle, donc d'amener une charge de trafic extrêmement lourde sur les points d'entrée là, de l'infrastructure de Microsoft qui crée un arrêt de service à ce moment-là. C'est un type d'attaque qui existe depuis 2009, donc ça existe depuis très longtemps. Il n'y a pas de danger pour vos données, mais ça crée des coupures de service et on n'est jamais tout à fait à l'abri de ce genre de panne-là. Pour vous donner une image, c'est comme si vous vouliez aller faire l'épicerie au IGA et qu'au lieu qu'il y ait un flot de 50 personnes qui peuvent rentrer à l'heure, ben, mettez 10 000 personnes qui essaient de rentrer dans l'IGA. Impossible de rentrer à ce moment-là à l'intérieur. C'est un petit peu la même chose que les attaquants font. Créer une surcharge sur le point d'entrée central et à ce moment-là, toute l'infrastructure s'arrête. Donc voilà pour Microsoft qui n'est pas, eux non plus, à l'abri des méchants pirates qui font des attaques de cybersécurité. Et est-ce que c'est réglé au moment où on se parle ou c'est encore en train de tourner? Jusqu'à date, les services sont rétablis. Par contre, ça ne veut pas dire que l'attaque n'est pas encore en cours en arrière. Ce que généralement les gens chez Microsoft vont faire dans ce genre de cas-là, c'est qu'ils vont bannir les adresses IP des attaquants. Les attaquants sont brillants, ils se génèrent des nouvelles adresses et ils vont pivoter ailleurs, mais ils finissent après un certain temps à isoler les groupes de machines qui font ces demandes-là sur les serveurs. Donc, ça diminue la force de l'attaque. Donc, moi, je parie que l'attaque est toujours en cours, mais que la répercussion n'est plus à la hauteur de qu'est-ce qu'il y a eu au début juin. Là. Bon, on va surveiller ça de près. Et pendant ce temps-là, c'est notre cher ami Paul McCartney qui se met à l'intelligence artificielle, si je comprends bien. Absolument. Paul McCartney, malgré son âge avancé, est un grand fervent de ce qu'on peut voir de l'intelligence artificielle. Il va être un peu le premier à refaire vivre des anciens collègues de son band que l'on connaît tous, les Beatles. Donc, il a décidé d'utiliser l'intelligence artificielle pour composer une nouvelle chanson. Je dis composer, mais c'est plutôt terminer un ancien brouillon d'une chanson. Et tout ça grâce à l'intelligence artificielle. Il y avait John Lennon qui avait enregistré une chanson à l'époque qui n'était pas publiée, qui n'était pas terminée, qu'ils ont retrouvée sur une cassette dans son appartement de New York, dans le temps des fameuses cassettes avec les rubans magnétiques. Donc, Paul McCartney a décidé de reprendre cet extrait-là pour finaliser la chanson. Donc, on va pouvoir entendre John Lennon chanter. De ce qu'on a su comme information, c'est un mix de ses vraies paroles qu'il a fait, qui est amélioré et nettoyé par l'intelligence artificielle. Mais il y aura également des paroles qui n'ont pas été enregistrées, mais ce sera l'équivalent de la voix de John Lennon, avec un peu le vibe et le feel à ce moment-là des Beatles au bout de la ligne. Donc, ça devrait sortir dans pas très long devant nous, mais ça va être assez, je pense, impressionnant parce que ça va vraiment être la première, ou plutôt le premier groupe qui fait revivre des membres grâce à l'intelligence artificielle avec une
probablement une aussi forte ampleur à l'échelle internationale. Et je pense que ça va créer le premier événement qui va démocratiser cet outil-là ou ce genre d'outil-là pour aller plus loin dans la publication de chansons ou même dans la création de chansons ou la finalisation de chansons. Là. Imagine une petite seconde s'ils sont capables de faire un hit avec cette approche-là, les changements que ça pourrait créer, autant positifs que négatifs, on va en entendre parler là. Absolument. Et si ma mémoire est bonne, il y avait des chercheurs en intelligence artificielle qui avaient finalisé des mélodies de Beethoven qui étaient non finalisées à l'époque et que c'était quand même assez impressionnant. Là. Des gens qui, comme Monsieur, Madame, tout le monde, qui sont capables peut-être des fois de reconnaître des mélodies de Beethoven avec ces nouvelles chansons-là qui avaient été composées. On pouvait dire que c'est Beethoven, mais en réalité, c'est pas lui. C'est juste inspiré de son bagage du passé pour prédire un peu le futur. Donc, fort à parier, ça va être un peu le même cas présent. Et moi, je suis convaincu que ça va faire un hit à l'échelle planétaire. Donc, ça va être, comme tu dis, vraiment impressionnant à voir et ça donne à ce moment-là le glas pour la suite des choses, pour la composition par intelligence artificielle. Et bon, un autre... finalement, il se retrouve 2 fois dans nos nouvelles de la semaine, dans les discussions d'affaires. Elon Musk passe de combattant à trouble-fête, si je comprends bien. Absolument. Twitter n'aurait pas payé ses factures à Google et Amazon. Donc, ça va créer un autre combat, là. Oui. Fort à parier qui va lancer l'invitation à Jeff Bezos et son ancien ami chez Google. Donc, effectivement, Twitter, lors de l'achat de Twitter par Elon Musk, les estimations étaient qu'il y avait 1 milliard de dollars dépensés en infrastructure technologique. Donc, dites-vous dans votre entreprise, si vous trouvez que ça vous coûte cher à quelques milliers, quelques dizaines de milliers ou peut-être quelques centaines de milliers, eh bien, Twitter, c'est 1 milliard US par année que ça coûte, en partie hébergé à l'intérieur dans les salles de serveur chez Twitter, mais il y a des dépenses qui sont faites chez Amazon AWS et chez Google. Et il y a quelques semaines de ça, Amazon a stoppé la publicité sur Twitter pour protester contre le fait que Twitter ne payait pas en entièreté ses factures chez Amazon. Et là, c'est Google présentement. Le contrat est à renouvellement ce mois-ci et Google serait sorti publiquement comme quoi que Twitter n'aurait pas payé ses factures. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec ça. Et tout cet élément-là est dans la lignée que Elon Musk a demandé à tout le monde de couper les dépenses pour ramener Twitter rentable. Donc, j'ai hâte de voir la suite des choses. Est-ce qu'il va y avoir des coupures de service chez Twitter qui ne seront pas dues à des cyberattaques? Fort probablement à parier que oui dans les prochaines semaines ou les prochains trimestres. Là. Et bon, je pense que ça va être très intéressant également bientôt de voir comment ça se déroule l'intégration de la nouvelle la CEO de Twitter qui est arrivée, qui est anciennement chez NBC, qui gérait un portefeuille de plus de 100 milliards de dollars en publicité. Qui a été généré au cours de plusieurs années, là, bien entendu. Très hâte de voir s'il va y avoir un impact sur les revenus. Bon, malheureusement, ce n'est pas une entreprise publique, donc on ne peut pas suivre ça comme on suivrait des organisations publiques, mais tout de même, on risque d'avoir des premiers signaux à savoir si ça se déroule bien ou si ça se déroule moins bien. Mais c'est certain que quand tu as des annonceurs de l'ampleur de Amazon qui sont sur ta plateforme, qui sont comme clients et que d'un autre côté, tu ne payes pas tes factures et que tu perds des annonceurs comme Amazon, ça rend la vie de la chef de la direction pas mal plus difficile pour convaincre ces mêmes joueurs-là de revenir dans le futur et de réinvestir massivement en publicité sur Twitter. Bref, histoire à suivre, mais toujours important de payer ses factures à temps. Un autre coup d'Elon Musk, on se demande toujours si c'est un plan très structuré et très précis à l'avance ou c'est juste de l'improvisation. De l'impulsivité et de l'improvisation. Exactement, c'est hallucinant. Et peut-être une dernière petite nouvelle. Le port de Vancouver. Tu veux nous parler un petit peu du port de Vancouver, Jonathan? Bien, absolument. Il y a une étude qui est sortie du World Bank et S&P Global Market Intelligence qui place le port de Vancouver dans une bizarre de position en termes d'efficacité. On sait qu'à Montréal, il y a eu des problématiques pendant la pandémie. On sait qu'il y a eu beaucoup de ports aux États-Unis également qui ont eu des problèmes. Vancouver traîne un peu de la patte. Eh bien, sur les 348 plus gros ports à travers le monde, Vancouver se classe 347e. Donc, il est à une place d'être le pire port en efficacité à l'échelle mondiale, ce qui est complètement hallucinant.
honnêtement. Et jusqu'à l'heure actuelle, les temps d'attente des bateaux pour être déchargés là-bas ne sont plus tenables au bout de la ligne. Et ça semble pas être d'aller dans la bonne direction présentement. Il y a eu entre autres un striking, là, je m'excuse pour le mot en français, mais pas un débrayage, mais la main-d'œuvre a fait un arrêt complet de travail, donc qui a causé à ce moment-là des problématiques supplémentaires au port. Donc, Vancouver se mérite malheureusement la 347e sur 348 places. Donc, si vous êtes des importateurs et ou dans votre chaîne d'approvisionnement, il y a des choses qui passent par le port de Vancouver. Forte chance que vous allez avoir des délais dans les prochaines semaines ou prochains mois, si ce n'est pas déjà le cas dans vos organisations. Donc, à surveiller. On surveille ça de près, Jonathan. J'adore ta lecture des nouvelles qui nous amènent continuellement des nouveautés intéressantes pour moi et également pour les auditeurs du podcast Hypercroissance. Avant que je te laisse filer, autre chose qui te vient en tête que tu aimerais parler? C'est complet pour cette semaine, Antoine. Merci. Et pour les gens qui nous écoutent, on vous invite à nous écouter le lundi et à nous écouter également le jeudi et surtout d'écouter le podcast Pivot de Jonathan Léveillé et de Open Mind Technologies. Allez jeter un petit coup d'œil. Jonathan, merci beaucoup. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.